Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Smart Food, votre rendez-vous quotidien sur Bismart qui s'intéresse à l'alimentation sous toutes ses formes, du végétal à la place de l'animal. Le marché des alternatives des simili explose ces derniers mois, le fromage ou fromage, le steak sans viande ou encore l'œuf sans la poule. Mais quid du poisson ou des produits de la mer? Eux aussi ont droit à leur réplique 100 et 100% végétale. C'est ce que nous allons découvrir avec mon invité aujourd'hui, Simon Ferniaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur et CEO de Seafood Reboot. C'est une start-up de la foodtech qui travaille sur l'élaboration de produits végétaux alternatifs aux produits de la mer. Jeune start-up, 9 mois, née en octobre 2021. Simon Ferniaud, vous êtes un entrepreneur engagé du secteur de l'alimentation et de la nutrition santé. Vous avez cofondé, dirigé plusieurs entreprises. Il y a Biogroup, spécialisé dans les aliments fermentés, mais aussi beaucoup un concept de restauration rapide que vous avez lancé aux côtés de votre frère Vincent. Vous êtes là lancé dans une nouvelle aventure, celle de Seafood Reboot. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous a motivé à rejoindre l'aventure ? Ce qui m'a toujours poussé à m'intéresser à l'alimentation, c'est essayer de proposer des aliments de qualité qui soient d'abord bons. Parce qu'avant la foodtech, il y a la food. Quand on décide de manger quelque chose, il faut que ça nous fasse envie, il faut que ça nous fasse plaisir et qu'on ait envie de reproduire cet acte. Puisque c'est un acte du quotidien, le seul, comme on aime à le rappeler, qui soit obligatoire à pas respirer 3 fois par jour pour rester en vie. Besoin primaire. Et celui du plaisir est secondaire, mais il devient aussi primaire pour vous. Je crois qu'on est tous les mêmes. On a envie de se faire plaisir en mangeant. Cet acte-là, il est intimement culturel, il est émotionnel. On a beaucoup de choses qui nous relient à notre enfance, au goût qui nous faisait plaisir. Et c'est ça qu'on essaye de reproduire. Et Seafood Reboot, c'est né comment? De quelle conviction? D'une conviction qu'il faut participer à végétaliser notre alimentation. La rendre un peu plus végétale, de plus en plus végétale, c'est au-delà d'une nécessité. Nous, on pense que si ça n'est pas justement un plaisir, ça va être très compliqué. Et c'est aussi le fruit d'une rencontre avec Alvin Sévérien, le CEO d'Algama. On l'a reçu en plateau il y a quelques semaines. Algama spécialisé dans le remplacement des protéines animales par des micro-algues en alimentation humaine. Est-ce que Seafood Reboot, c'est un peu un spin-off d'Algama? Et dans quelle mesure? Oui, c'est un peu un spin-off d'Algama, puisque nous avons hérité de travaux préliminaires qu'Algama avait engagés sur cette voie, sur la voie d'arriver à produire ou à fabriquer ou à inventer des aliments végétaux à partir d'ingrédients de la mer. Et c'est aussi ça qui est intéressant dans ces substituts ou ces prochains produits végétaux marins, c'est qu'il y a dans l'océan une richesse inouïe d'ingrédients, d'aliments, dont on ne se sert pas encore beaucoup, qui sont une ressource encore très très durable, et espérons qu'elle le restera longtemps, c'est la manière de l'exploiter qu'il décidera. Il y a les micro-algues, et puis il y a les macro-algues, celles dans lesquelles on nage. D'un côté, des micro-algues dont on fait des ingrédients, comme vous le disiez, on peut en tirer des protéines, mais aussi des huiles, c'est déjà le cas aujourd'hui, des huiles spécialisées, riches en oméga 3 par exemple. Et puis de l'autre côté, ces macro-algues qui sont un petit peu les légumes de la mer, les légumes de la mer de demain. Micro et macro-algues qui sont absentes du patrimoine culinaire français. Il y a vraiment tout un univers à explorer, à découvrir, tout simplement. Bien sûr, elles le sont de moins en moins. Il y a aujourd'hui des très grands chefs. Il y a les influences effectivement asiatiques aussi qui ont beaucoup contribué à faire connaître l'algue. Absolument. La World Food de ces 30 dernières années a bouleversé d'une certaine manière nos modes d'alimentation, mais nous a surtout ouvert à beaucoup de goûts, à beaucoup de saveurs, à beaucoup de textures que nous ne connaissions pas et qui aujourd'hui font partie de notre quotidien. Aujourd'hui, il y a des chefs également très engagés qui ont eux-mêmes découvert et promeuvent les algues. Ils sont sur la côte atlantique la plupart du temps, puisque c'est là qu'on les trouve. Et la France est un pays producteur d'algues parce que, en Bretagne notamment, mais aussi dans d'autres régions atlantiques, il y a des eaux extrêmement pures dans lesquelles les algues peuvent être ramassées de façon libre à partir du moment où on a ce qu'on appelle une licence de goémonier qu'on paye et qui permet de ramasser ces algues qui se reproduisent et qui repoussent à une vitesse assez phénoménale. Donc il y a un enjeu aussi de filière derrière Algama, évidemment. Bien sûr, il y a un enjeu de filière très important. Aujourd'hui, il y a donc une filière des macro-algues qui existe, mais celle-ci peut toujours et doit être stimulée en France et en Europe, dans des pays comme l'Irlande, etc. Et puis il y a cette filière des micro-algues, qui est une filière très importante parce que ce sont ça les ingrédients de demain. Et qui demande davantage de recherche et de développement. Elle demande surtout qu'il y ait aussi un marché qui s'organise autour pour que les volumes fassent que
les prix de ces ingrédients puissent diminuer et que de nouveaux ingrédients plus intelligents, plus malins et surtout moins chers puissent mettre à la disposition de tous des produits grand public. C'est ça l'enjeu aussi. Faire des produits alimentaires que quelques-uns peuvent se payer, ça n'est pas très intéressant. L'algue est une ressource exceptionnelle avec des qualités nutritionnelles formidables, des qualités gustatives incroyables qu'on ignore le plus souvent. Ça sera à nous de le faire découvrir. Et arriver à structurer ces filières pour faire en sorte que tous ces produits-là soient des produits grand public qui fassent partie de notre quotidien, c'est vraiment ça l'enjeu. On parle de micro-algues. J'imagine qu'on les retrouve dans les produits que vous êtes en train de développer. Là, vous avez commencé la recherche et le développement sur les produits. Oui, nous avons plus que commencé. Nous sommes en train d'aboutir à un premier portefeuille de produits qui sera disponible à la rentrée, qui commencera à être présenté à des clients à la rentrée pour être commercialisé au début de l'année prochaine, puisque nous construisons un outil de production pour pouvoir les faire nous-mêmes. C'est 3 produits, me semble-t-il. Oui, 3 ou 4, des produits qui, dans un premier temps, sont vraiment ce qu'on appelle des analogues, c'est-à-dire qui auront qui ressembleront beaucoup aux produits animaux auxquels ils ressemblaient, auxquels ils veulent ressembler. Donc il y a du saumon fumé ou non fumé, il y a du thon, il y a un tartinable de type tarama, ce genre de produits, donc qui seront un portefeuille assez donc ils vont se rapprocher complet, le plus possible en termes de goût, de texture. Même d'aspect. Oui, absolument. C'est quoi l'objectif numéro 1 quand on essaye de reproduire effectivement un produit qui se rapproche le plus possible de son modèle animal? Les objectifs, c'est ceux qu'on s'impose. Nous nous sommes imposés, évidemment que d'un point de vue aspect, goût, texture, en bouche, etc., ça ressemble beaucoup et que ça puisse attirer et familiariser les gens, les consommateurs très rapidement avec ces produits-là. Mais on recherche aussi, enfin nous, ce que nous recherchons aussi, c'est que les produits soient 100% naturels, qu'ils soient nutritionnellement équilibrés, qu'ils puissent avoir une liste d'ingrédients courte. On n'a pas envie de manger des choses qui sont complexes ou trop compliquées. Oui, et puis souvent les similés sont pointés du doigt car ultra transformés. C'est sûr. C'est effectivement une ligne que vous imposez, effectivement, d'avoir les recettes et les listes d'ingrédients les plus claires et les plus courtes. Entre autres, je crois que le premier objectif que nous imposons, c'est que ce soit bon. Ça, c'est vraiment ce dont nous avons tous besoin quand nous décidons de manger. Et ensuite, comme vous le disiez, que ce soit nutritionnellement équilibré, que les listes d'ingrédients soient courtes et que les produits soient 100% naturels. Ce sont nos 3 piliers. On va dire. Et donc, en termes d'ingrédients, des micro-algues, quoi d'autre? Des micro-algues, mais aussi des colorants issus justement des algues naturelles qui sont directement... Parce que l'algue permet d'avoir des colorants, des texturisants. Oui, alors des colorants, des texturants, des gélifiants, des protéines, des lipides. Tout est dans l'algue. Dans les algues, elles sont extrêmement riches en vitamines. Finalement, c'est vrai, un trésor, finalement. C'est un peu l'aliment magique qui coche toutes les cases, oui. Mais encore faut-il que nous accélérions ou que nous augmentions sa part dans notre alimentation du quotidien. Et ça ne viendra que si on propose des produits qui sont encore une fois bons et que les gens aiment. Quand on peut espérer l'ouverture de la première ligne de production? Donc j'imagine avant la commercialisation prévue début 2023. C'est ça, ça ouvrira au tout début 2023 pour une commercialisation qui se situera entre le premier et le deuxième trimestre, au carrefour de ces 2 trimestres, mars-avril prochain. On a beaucoup parlé effectivement des alternatives aux produits carnés et à la viande de manière générale sur ce plateau. Pourquoi on parle moins des alternatives aux produits de la mer, à votre avis? D'abord parce que c'est venu plus tard. En premier, il y avait les produits laitiers. Il y a une histoire très ancienne des laits végétaux. On a toujours connu le lait d'amande, le lait de coco. Ce sont des choses qui sont dans le patrimoine depuis longtemps. Ensuite sont venues les alternatives à la viande. Pourquoi? Parce que c'est un marché beaucoup plus important encore que les produits de la mer. Donc, c'est assez naturellement celui qui est venu d'abord. Et puis on pointe du doigt aussi la consommation de viande. Oui, c'est vrai que moins celle de poisson. C'est vrai que la prise de conscience de la fragilité des océans et du besoin de les protéger et de la rareté de la ressource halieutique est venue plus tard. Donc dans ces enjeux environnementaux, l'océan est passé un petit peu après les questions et les problèmes d'élevage. Mais vos produits sont quand même une réponse aussi à la problématique de la surpêche. Vous savez, et à l'épuisement des ressources halieutiques. Cette végétalisation de notre alimentation dont je parlais, dont on ne doit pas faire une obligation, mais dont on doit faire un objectif, elle est vraie dans tous les secteurs. Elle est vraie donc des produits laitiers, donc de l'élevage, elle est vraie des aliments carnés animaux, et puis elle est vraie maintenant des poissons et des crustacés et des aliments de l'océan qui deviennent plus rares et donc plus chers. Je m'intéresse toujours au nom Seafood Reboot. Vous savez, quand on crée une société, il faut trouver un nom qui fonctionne. Je pensais que c'était vraiment en lien avec la surpêche, honnêtement. C'est plutôt l'esprit du redémarrage. Finalement, on peut recommencer à l'infini. Quoi?
Les produits. Autant les poissons, non, on sait que les ressources s'épuisent. Visiblement, les algues, on en a énormément. Est-ce que c'est pas finalement... On est en train, j'espère, d'inventer des aliments qui nous feront plaisir et de les inventer à partir d'une ressource végétale extrêmement riche et extrêmement variée. Et c'est ça aussi qu'on a l'enjeu de faire découvrir. On travaille déjà avec des chefs, des très grands chefs, pour aussi nous aider à avoir cette liberté dans le choix des ingrédients, dans la façon de les assembler, dans la façon de mettre ensemble des saveurs, pour justement pouvoir proposer des aliments qui font plaisir. Encore une fois, c'est vraiment le maître mot pour nous. C'est pas mettre finalement dos à dos la problématique environnementale, la problématique santé, et puis celle qui nous rassemble, c'est le plaisir à manger. Oui, on n'a pas, je crois qu'on ne gagnera pas en essayant de créer des conflits ou de mettre dos à dos des problématiques avec d'autres. Il y a une espèce de convergence d'intérêts, une convergence de raisons pour aller vers une alimentation plus végétale. La mer, encore une fois, est un réservoir et des ressources inépuisables, en tout cas si elles sont bien gérées, et aujourd'hui elles le sont, et on va faire en sorte de contribuer à ce que ça dure. Et ces ressources-là peuvent nous apporter des aliments dont on n'a peut-être pas encore idée aujourd'hui, mais je crois que les sushis, on ne savait pas ce que c'était il y a 30 ans, et aujourd'hui tout le monde en mange. Donc on a cette capacité à se diriger vers des nouvelles façons de manger à partir du moment où c'est bon. Donc finalement, c'est le plaisir et le goût qui permettra d'ancrer durablement ces alternatives, Seafood Reboot, je l'espère, dans les habitudes de consommation des Français. Je n'ai pas beaucoup d'exemples où ça ne soit pas le cas dans d'autres secteurs de l'alimentation. Donc il n'y a pas de raison que cela soit une exception. Quel regard vous portez aujourd'hui sur toutes les innovations portées par la food tech ? Bon, un regard candide. Moi, je suis d'abord quelqu'un qui aime manger comme vous. Et donc, je ne porte pas un regard, je porte un palais, j'essaye. Quand je vois des nouveautés, quand elles me sont... Mais vous avez de la curiosité, forcément. Ah oui, j'ai une curiosité. En tout cas, en termes de produits, puisque la food tech investit un champ beaucoup plus large, effectivement. J'ai une curiosité infinie. J'ai une curiosité infinie. Je suis toujours ravi de découvrir. Mais je suis aussi très sévère. Et quand c'est pas bon, j'aime pas. Et c'est le palais, finalement, l'arbitre. Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est le palais qui fait qu'on accepte de faire une première fois. Vous savez, on est tous les mêmes. Si on voit quelque chose dans une assiette et qu'on n'a pas confiance, c'est ce fameux paradoxe de l'omnivore. La curiosité m'intrigue, mais elle m'inquiète aussi. J'ai besoin de diversifier mon alimentation, mais j'ai peur de manger quelque chose que je ne connais pas. Donc le regard, d'abord, on porte un regard sur un aliment. Est-ce que j'ai confiance ? Est-ce que j'accepte de le porter à la bouche ? Et puis ensuite, je le déguste et je me dis, est-ce que j'ai envie de reproduire cette expérience et combien de fois ? Donc finalement, on ne s'interroge pas sur l'alimentation du futur. Selon vous, est-ce qu'on peut parler d'alimentation du futur, ou c'est un concept qui finalement n'a pas de raison d'être, puisque de toute façon, il faudra que ce soit bon et que ça donne envie. Mais ce n'est pas un concept, c'est une réalité, parce qu'il y a un futur et on s'alimentera encore. Donc il y a une alimentation du futur. En revanche, la projeter, c'est quand même une gageure. Moi, je crois surtout qu'on va la bâtir pas à pas. Il ne faut pas être trop pressé d'emmener les gens vers des territoires qu'ils ne connaissent pas. Il faut essayer que tous, on ait confiance vers ce vers quoi nous allons, et qu'on le fasse encore une fois par le plaisir et par le fait de découvrir des choses qui nous font envie. Merci beaucoup Simon Ferniaud. Je rappelle que vous êtes cofondateur et CEO de Seafood Reboot. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée aujourd'hui. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Food, nouveau menu, nouvel invité. Passez une excellente journée sur Bismart, bien sûr.